Bonsoir à tous. Je suis Marie-Noëlle Laronze. J'ai une ferme avec mon conjoint sur la commune de Trivy en élevage bovin viande, en agriculture biologique depuis 2018. Nous avons repris la ferme. Donc nous avons, dès que j'ai connu l'existence de l'association La Pape, j'ai souhaité intégrer l'association. Je trouvais le projet presque moderne, alors que quelque part, des abattoirs avant, il y en avait pas dans tous les cantons, mais en tout cas plusieurs par département. Alors vous me direz qu'en Saône-et-Loire, il y en a plusieurs par département, mais ils sont localisés assez aux extrêmes, et puis c'est souvent des gros abattoirs. Voilà, donc notre souhait, c'était de ramener sur l'abattage de nos veaux et de nos bovins, nos gros bovins, nos vaches ou nos bœufs, le plus localement possible, et même autant que possible sur la ferme, ce qui serait le plus parfait. Oliver Dickinson, dans son film qu'on vient de découvrir, voilà, ces intervenants disent pratiquement tout sur l'abattage à la ferme. Ceux qui le souhaitent, ceux qui le rêvent, certains y parviennent. Je pouvais regarder un petit peu sur les réseaux. Il y a un couple dans le nord de la France, je ne sais plus exactement vous dire exactement où, mais chez le ARL Eben ou le GAEC Eben, qui par exemple viennent d'avoir un agrément d'un abattage chez eux, un abattage de gros bovins. Donc ça paraît fou qu'ils aient pu bâtir eux-mêmes, enfin mettre en place un abattage, mais ça se fait. Voilà, dans le nord de la France, il y a un abattage qui a commencé il y a un mois et demi, dans une ferme. Bon, sans aller jusque-là, nous sommes quand même une région où on a beaucoup d'élevage, que ce soit du bovin, que ce soit du caprin, de l'ovin, du porc. On a la chance d'avoir cette région riche en élevage, un élevage encore relativement, on va dire, extensif. Voilà, on n'est pas en région Bretagne où c'est vraiment l'agro-business qui a pris la main sur les fermes. On a encore la chance d'avoir des petites fermes, des structures relativement plus ou moins modestes, mais quand même modestes. Et l'idée, ce serait qu'on se rejoigne à plusieurs pour pouvoir mettre en place, avec l'aide des communautés de communes, avec l'aide des territoires, ce petit abattage. On ne souhaite pas inonder le Charolais, le Brionnais, le Chalonnais, on ne souhaite pas faire toute la Saône-et-Loire, on souhaite juste rester sur, on va dire, notre zone clunisois au clunisois. Et on souhaite que les consommateurs, que nous sommes tous, que vous êtes tous, nous accompagnent aussi là-dessus, parce que c'est pas l'affaire que de nous, éleveurs, c'est aussi l'affaire des consommateurs. Manger local, manger bien, manger sûr, manger sain, manger dans le respect des animaux qu'on a élevés. Parce qu'on sait pourquoi on les élève, mais on sait aussi comment on les élève. On essaye de les élever le mieux possible. Et on souhaite qu'ils arrivent à la mort le mieux possible. Par respect pour eux, par respect pour les éleveurs aussi, c'est important. Si je prends notre exemple, pour l'instant on fait abattre à Paray-le-Monial, donc c'est à une demi-heure de la ferme, c'est pas très loin. On emmène les bovins, donc ils n'ont pas ce stress d'être mélangés, comme pouvait dire Olivier parfois à l'ôter avec d'autres élevages et tout ça. On essaye de vraiment minimiser le stress qu'ils peuvent avoir, mais une fois qu'on les a déchargés, une fois qu'ils sont à la bouverie, là, on ne maîtrise plus rien, on ne sait plus trop ce qui se passe, on ne peut pas rentrer. Voilà, donc ça reste un petit peu l'obscurité. Et bon, on peut imaginer que c'est un petit abattoir Paray-le-Monial, donc on peut espérer, imaginer que c'est plutôt bien fait. On pourrait mettre un peu plus de doute sur des gros abattoirs qui existent dans l'est de la Saône-et-Loire, je ne citerai pas, mais voilà, qui sont des grosses machineries. Dans le film d'Oliver Dickinson, à un moment donné, Jocelyne parle de plusieurs possibilités d'abattage. Elle évoque le bœuf éthique, qui a été, hélas, une expérience de trop courte durée. Et nous avons eu vraiment la chance, pour le bonheur même, je peux dire, d'accueillir 2 fois les smyrmorques du bœuf éthique sur la ferme. Et vraiment, je peux vous dire que c'était l'abattage parfait. Ou quasi parfait, on va dire, mais peut-être, parce que ça, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'était vraiment excellent. Bon, pour des raisons diverses et variées,
voilà, ça n'a pas perduré. On va pas là-dessus. Je ne suis pas compétente pour dire pourquoi et comment, mais je peux vous dire que sur la méthode, c'est faisable. C'est faisable d'abattre dans les fermes. Alors là, c'était, comme Jocelyne le disait, c'était vraiment un abattoir. Hein. Nous, on a pu visiter l'intérieur. Il y avait vraiment tout d'un abattoir, y compris jusqu'au la mise des carcasses en frigo. Le projet de la PAP, on est beaucoup plus modeste. On veut rester sur du beaucoup plus local. Donc l'histoire, ce serait plutôt un projet d'un caisson mobile d'abattage rattaché à un lieu de dépeçage et de découpe qui pourrait être, par exemple, proche du lieu de l'atelier de transformation de Salornay. Voilà, donc nous on irait plutôt vers ce modèle-là, vers un modèle de caisson mobile. Il existe plusieurs projets en France. Si vous êtes là, c'est que vous êtes probablement intéressé par la question. Voilà, il y a la Lalvie dans le 44 qui a avancé aussi là-dessus. Ça bouge un petit peu dans l'Hérault. Il y a des projets plus, je crois, caprins ou quelque chose comme ça, plus petits ruminants. Ouais, donc voilà, ça fourmille en France. On sent qu'il y a une attente des éleveurs. Il y a une attente de certains consommateurs, je répète que l'on est tous, donc ça c'est plutôt rassurant. On souhaiterait juste que les consommateurs soient encore plus pushing là-dessus. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui répondrait à nos attentes, avant tout sur ce stress d'emmener nos animaux à l'abattoir. C'est vraiment vécu, c'est pas la meilleure journée de l'année ou du mois. Enfin, nous on fait un abattage par mois, c'est pas la meilleure journée du mois quand on doit charger les bêtes et les emmener là-bas. Si j'en reviens aux 2 journées d'abattage qu'on avait fait sur le bœuf éthique, c'était vraiment... Les bêtes étaient hyper sereines, elles étaient restées entre elles. La façon dont c'était conçu, elles ne voyaient pas arriver le moment où elles étaient mises à mort. C'était très rapide, enfin voilà, c'était très bien fait. C'était aussi très bien pour les salariés. C'était pas le même débit qu'un abattoir où ils sont chronométrés, où c'est à la chaîne. Voilà, donc il y a un respect là aussi du salarié qui est important. Sur ce genre de structure de petit abattage, ce qu'on souhaiterait par exemple mettre en place, c'est aussi ça, c'est aussi le respect du salarié qui travaille dans ce genre d'industrie, quand c'est vraiment des gros abattoirs. Je pense qu'on a tous vu des reportages là-dessus où ils disent tous qu'ils, voilà, soit ils deviennent fous, soit ils arrêtent rapidement parce que il n'y a rien de rigolo que de mettre à mort un animal. Et quand vous le faites à la chaîne et qu'on ne vous demande pas de réfléchir, surtout pas réfléchir à ce que vous faites, je pense que c'est pas hyper motivant d'y aller le matin. Voilà. Pour en revenir sur notre projet de petit abattoir, ça fait, je crois, au moins 6 ans, je crois que c'est ça, au moins 6 ans à peu près que le projet a démarré. On a constitué un GI2E de plusieurs éleveurs pour essayer de mettre en place tout ça. C'est très compliqué, très compliqué. Et encore, on a quand même la chance d'avoir une Comcom sur le Clunisois qui aide beaucoup. On a Bio-Bourgogne qui aide par aussi la mise à disposition de personnel pour faire vivre un peu tout ça. Sauf que nous sommes tous éleveurs, nous sommes tous la tête dans le guidon dans les fermes, avec tous des priorités qui font que le projet de la PAP passe pas toujours au premier plan, hélas. Et donc, voilà, je trouve que cette soirée est bien pour essayer de peut-être remotiver les troupes et remotiver aussi les consommateurs. La PAP, c'est une adhésion qui est ouverte aux consommateurs aussi. Et si vous avez envie de voir mettre en place ce genre de projet, mais on aimerait que ce ne soit pas qu'un projet, de réalité sur notre territoire clunisois, vous êtes vraiment les bienvenus dans l'association pour nous y aider aussi, pour nous aider à trouver des fonds, pour nous aider au niveau de l'administration, parce que l'administration, je ne vous cache pas qu'elle ne nous aide pas vraiment beaucoup là-dessus. Ils n'ont pas franchement envie de voir venir un abattoir supplémentaire en Saône-et-Loire, parce que leur première réponse, c'est « Oh bah vous voyez, en Saône-et-Loire, vous avez déjà au moins 3 abattoirs bovins, donc c'est déjà beaucoup, il n'y a pas besoin d'un 4e, il y a des départements où il n'y en a pas du tout. » Oui, bah peut-être, on peut aussi comparer où en Allemagne,
Il y a, je crois, je ne sais pas, Jocelyne doit mieux connaître, mais ça doit être quelque chose comme au moins 10 ou 15 fois plus d'abattoirs qu'en France. Enfin, je crois que nous, en abattoir, ça doit être dans les 300 en France, et en Allemagne, ça doit plutôt être dans les 3000. Donc voilà, donc ça veut dire on peut revenir à plus d'abattoirs. Pour les plus anciens d'entre nous, je pense qu'on se souvient tous qu'il y avait quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore l'abattoir à Mâcon, il y en avait d'autres. Tout ça a été fermé pour des causes plus ou moins objectives ou logiques, mais bon, toujours est-il que maintenant, il faut traverser les 3/4 du département pour emmener abattre nos bêtes. Et je parle là encore de ruminants, je ne parle même pas de volailles, de choses comme ça, où c'est pas simple non plus. Voilà, je ne sais pas, après, je vais peut-être laisser la parole à Jocelyne, mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est que ce soit interactif et que vous nous posiez des questions, ou vous nous fassiez part de vos remarques, ou vos souhaits, et que vous nous disiez que vous êtes prêts à nous accompagner pour rebooster la PAP. Merci. Pour ma part, je vais suivre 10 minutes de texte pour être précise dans ce que je dis. Et donc, j'ai essayé de répondre à la question de la soirée. Là, peut-on aimer les animaux dans le pré et dans l'assiette ? Donc la mort des animaux est, comme on l'a bien vu et entendu, un point nodal des systèmes d'élevage. Qu'ils produisent directement ou indirectement de la viande avec les animaux, les éleveurs sont tôt ou tard confrontés au fait de devoir les abattre. Des animaux qu'ils respectent, voire pour qui ils ont de l'affection. Cela est difficilement compréhensible pour un grand nombre de nos concitoyens. Comment peut-on aimer les animaux et pourtant les tuer et les faire tuer ? À l'heure où milliardaires, multinationales, défenseurs des animaux et de l'environnement cherchent à mettre en place une agriculture sans élevage, au nom du profit, des animaux ou de l'environnement, répondre à cette question est un enjeu majeur de la pérennité des systèmes d'élevage. En premier lieu, on peut revenir sur ce terme « aimer ». Lorsque j'ai fait des enquêtes en abattoir, il y a vraiment plusieurs années, j'avais été étonné d'entendre les bouviers me dire qu'ils aimaient les bêtes, et pour certains même, faute de pouvoir reprendre une ferme, c'était la raison de leur choix du travail en abattoir. Là, c'était un choix. Comment pouvaient-ils dire qu'ils aimaient les bêtes et pourtant les conduire jusqu'au piège ? Et de leur côté, les éleveurs me disaient également qu'ils aimaient leurs bêtes, et eux les conduisaient jusqu'aux portes de l'abattoir. Je me suis alors demandé qu'est-ce que c'était que cet amour des bêtes qui conduisait les bêtes à l'abattoir. Alors, pour ce qui concerne les bouviers et les éleveurs, et la comparaison est intéressante parce que ça m'a permis justement de souligner la spécificité des relations dans le travail d'élevage, l'amour des bêtes n'a pas complètement les mêmes objets. Les bouviers que j'avais rencontrés aimaient les bêtes en général, leur présence, leur odeur, leur allure, leur façon d'être. Ils décrivaient cette présence comme une sorte de bain sensoriel dans lequel les plongeait la manipulation des animaux. Les bouviers étaient nés dans les bêtes, et c'est pour ça qu'ils avaient travaillé dans les bêtes. Et les éleveurs aussi décrivent ce bain sensoriel, mais pour eux, au-delà du troupeau, il y a chaque animal en particulier. On aime le troupeau, l'ensemble des vaches, mais aussi telle et telle vache. Comme les éleveurs en ont fait souvent l'analogie, c'est comme une classe. Les enseignants aiment leur classe, qui change d'une année sur l'autre. Ils aiment les enfants en général, mais aussi, chaque année, dans une classe différente, certains enfants en particulier. Ce qui fait la différence profonde entre éleveurs et bouviers, et qui cause de la souffrance quand il faut laisser les bêtes à l'abattoir, ce sont des raisons politiques, la dépossession, et des raisons morales, le sentiment de trahir les animaux. Mais c'est surtout l'attachement. Bon, je parle ici de l'élevage paysan, évidemment. La dépossession, c'est l'œuvre sur le temps long de l'État, des instituts techniques, de l'enseignement agricole et agronomique, qui depuis des décennies, concrètement d'ailleurs depuis la loi de 1966 sur l'élevage, impose une certaine organisation du travail avec les animaux, décide de la sélection, c'est-à-dire de ce que doit être un bon animal,
surveille, contrôle, fait appliquer les normes d'identification, de traçage, décide de ce qu'est le bien-être animal et quelles sont les mesures ad hoc de protection sanitaire des populations animales et humaines. Ça vaut la peine de regarder cette loi sur l'élevage, elle est sur Internet. Le titre 1, c'est Amélioration génétique du cheptel. Le titre 2, Organisation de l'élevage. Et le titre 3, Financement des constructions nécessaires au développement de l'élevage. Toutes choses qui ont servi l'industrialisation et l'intensification des rapports de travail avec les animaux ont conduit à développer et faire durer les productions animales et aggraver les épizooties et les zoonoses. La dépossession, c'est aussi la prise en main de l'abattage des animaux par des structures industrielles de plus en plus grandes et de moins en moins nombreuses. Ce qui conduit, mais on l'a vu, les éleveurs à de longs trajets jusqu'à l'abattoir et au fait d'y laisser les animaux sans savoir, ce que tu viens de dire, comment ils vont être traités. Comme on l'avait mis au jour avec des collègues et des éleveurs, et dont on a rendu compte dans un livre qui s'appelle « Livre blanc pour une mording des animaux », qui est paru en 2014, la question morale joue sur le traitement des animaux, mais aussi sur les produits de la carcasse. Est-ce que c'est bien mon animal que je récupère ? Cette interrogation était parfois soulignée par des anecdotes du genre « j'ai amené une femelle, je récupère un mâle » ou « mes abeilles ont été saisies et je ne sais pas pourquoi ». Et voilà. C'est important par rapport au travail de l'éleveur, mais c'est aussi parce que ça touche la relation entre l'éleveur et ses clients. Du point de vue de l'éleveur, parce que les consommateurs ne sont pas au courant. Mais lui, elle se dit, est-ce que je vends bien des produits issus de mes animaux ? Est-ce que je respecte bien le lien de confiance avec mes clients, mes consommateurs ? Ce qui fait fondamentalement, par ailleurs, la différence entre bouvier et éleveur, c'est la singularité des relations avec les animaux. C'est l'intersubjectivité, c'est l'attachement. C'est le fait d'avoir créé des liens avec des animaux, ce qu'on a largement vu dans le film d'Oliver, de les avoir fait naître, de leur avoir donné un nom, de connaître leur caractère et les distinguer les uns des autres. Le troupeau constitue une entité. Il reste le même et pourtant il change. Le nom constitue l'individu. Il est important car il souligne que cette relation avec les animaux est une rencontre entre des subjectivités. C'est pourquoi d'ailleurs on ne donne pas de nom aux jeunes dont on sait qu'ils vont partir plus ou moins rapidement. Les veaux, les chevreaux. Par contre, les vaches laitières ou allaitantes, les chèvres, les brebis ou les truies, mais aussi évidemment les mâles, ont le plus souvent un nom. Les emmener à l'abattoir et les y laisser, cela ne fait pas plaisir. C'est pourquoi actuellement l'abattage à la ferme mobilise des éleveurs et des groupes d'éleveurs. Parce que dans l'abattage à la ferme, l'abattage n'est pas précédé d'un abandon, mais d'un détachement. L'éleveur dénoue les liens qui l'attachaient à l'animal. La responsabilité de la mort, alors, peut être assumée. Et la stabilité émotionnelle de l'éleveur tient donc à un équilibre entre attachement et détachement, entre proximité et distance. Et l'un des enjeux de l'abattage à la ferme, c'est, même si c'est très compliqué, que l'animal comprenne ce dénouement. Que la mort ne lui soit pas infligée, mais donnée. C'est ce à quoi visent certaines pratiques d'éleveurs, comme parler aux animaux avant l'abattage, ou alors au contraire, ne rien dire, mais rester là, près de l'animal. Les relations entre éleveurs et animaux ont deux grandes caractéristiques. D'une part, elle s'inscrit dans une relation de travail, elle est même historiquement construite par le travail. Mes collègues et moi-même avons montré, en lien avec la psychodynamique du travail, que la relation domestique avec les animaux repose sur le travail, non pas seulement sur des rapports de production, produire du lait, produire des œufs, de la viande, mais aussi sur des liens sociaux, sur un vivre ensemble qui perdure depuis des millénaires. Depuis 10 000 ans, voire plus, nous vivons dans la compagnie des animaux et nous travaillons avec eux, avec des chiens, des bovins, des moutons, des chèvres, des dromadaires, des éléphants, des chevaux, des cochons, etc. Et ces animaux travaillent avec nous. Ils produisent avec nous des biens et des services. Et ils ont encore, dans de nombreux pays, une fonction vitale pour les gens de traction, de transport, etc. Dans nos sociétés, c'est les chiens qui témoignent qu'ils ont de nombreux métiers. Thérapeutes, assistants,
sauveteurs, bergers, soldats, policiers, artistes, sans oublier le travail de compagnie, le plus dur psychologiquement parce qu'il est naturalisé et ne renvoie à aucune formation. Les chevaux sont engagés aussi dans une partie de ces métiers, notamment ceux du soin. Marx disait que le travail avait transformé l'être humain et lui avait donné une seconde nature. Il en est de même pour les animaux domestiques. Leur vie s'inscrit à la fois dans leur monde propre, le monde d'un cochon, le monde d'une vache, etc., et la nature, telle qu'ils l'aperçoivent par leur sens, et dans le monde humain du travail. Un chien artiste ne rêve probablement pas d'attraper un lapin, mais bien plutôt de ce qui s'est passé dans sa journée de travail, ce qu'il a réussi ou manqué, ce qu'il voudrait faire comprendre à son humain, par exemple. Sans l'émergence de ces liens de domestication et de travail, sans cette rencontre entre des espèces animales qui, a priori, n'avaient rien à faire ensemble, nous serions peut-être encore dans des cavernes, sans que soit né en nous le désir de représentation de ces êtres, si proches et si lointains, désir que l'on peut voir aussi comme un élan de gratitude. J'ai proposé de penser en effet que, tout comme la pérennité des liens sociaux entre humains et entre humains, qui repose sur le triptyque du don, le don est aussi la base de nos liens aux animaux. C'est l'anthropologue Marcel Mauss et ses successeurs qui ont mis au jour, dans des sociétés lointaines, mais aussi dans les nôtres, ce qu'il appelait le don. Dans son essai sur le don, en 1925, Mauss explique que les êtres humains, je le cite, n'ont pas qu'une morale de marchand, mais que les sociétés humaines sont régies par une sorte de morale universelle soutenant les échanges. En fait, Mauss cherchait à comprendre pourquoi, dans les sociétés lointaines, par exemple en Polynésie, un cadeau donné, reçu, amène à un cadeau rendu. Ce que l'on peut remarquer dans nos relations ordinaires, par exemple pour les anniversaires. Et ce qu'il constate, Mauss, c'est que ces échanges reposent sur un triptyque du don. Il faut donner, recevoir, rendre, et encore donner, recevoir, rendre, ce qui fait que les liens durent. Et en fait, ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas. Ni donner, ni recevoir, ni rendre, car recevoir un cadeau engage justement à le rendre, et à le rendre à la hauteur du don reçu. Par exemple, un voisin vous rend service, pour le remercier, vous l'invitez à l'apéritif, mais les choses ne s'arrêtent pas là, car votre voisin se sent dans l'obligation ultérieure de vous inviter également, ce qui conduira, vous, à lui proposer encore une nouvelle invitation, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que les relations peuvent être paisibles et amicales entre voisins. Pour Mauss, don et contre-don permettent en effet de poser les lances. Par contre, si vous invitez votre voisin et qu'il refuse, vous comprenez qu'il ne tient pas à nouer les liens, qu'il ne veut pas faire société avec vous. L'ouvrage de Mauss est évidemment beaucoup plus riche que ce que je dis ici, et il est important du point de vue de l'économie, car fondamentalement, ce que dit Mauss, c'est que les échanges dans les sociétés humaines ne renvoient pas à une morale utilitariste, mercantile, individualiste, mais à des rapports de dons. Et l'on sait que notre société aujourd'hui s'effondrerait complètement dans la violence si des milliers de particuliers, d'associations ne tenaient ces rapports de dons et de contre-dons. Donc je vous dis ça parce que j'ai proposé, enfin c'est une introduction sur le don, c'est parce que j'ai proposé de penser à la suite de ce que les éleveurs disaient et qu'on entend bien dans le film d'Oliver, les animaux donnent ceci, les animaux donnent cela, on n'est pas à la hauteur, etc. Donc que nos relations aux animaux donc, s'intègrent dans ces rapports de dons. Les éleveurs donnent, les animaux reçoivent, les animaux redonnent, les éleveurs donnent la vie, les soins, les ressources alimentaires que les animaux reçoivent dans le cadre de nos liens domestiques. Ils redonnent leur présence, leur travail, leur confiance. Et quand les éleveurs ou des gens ordinaires disent « on n'est pas à la hauteur », ça veut dire qu'on n'est pas à la hauteur du don. Et comme Mauss le souligne, ne pas être à la hauteur du don, c'est déchoir. C'est pourquoi, avec cette histoire d'abattage à la ferme, les éleveurs en fait veulent être à la hauteur du don, à la hauteur des animaux, en leur donnant une belle vie et les conditions de bonne relation à leurs congénères et en leur donnant la mort. Et comment je fais juste une remarque que ça n'a rien à voir avec un contrat, parce qu'on entend souvent dire que voilà, un contrat avec les animaux, un contrat c'est un acte de droit, il y a un début et une fin, ça suppose une signature des parties. Dans les rapports de don, il n'y a pas de début ni de fin,
Nous sommes dans le cadre de la politique et de la morale et pas dans le cadre du droit, et ni les animaux ni nous n'avons rien signé. Il s'agit de donner, recevoir et rendre dans des relations dynamiques, parce que les espèces domestiques changent. Et le don est bien le socle de nos liens avec les animaux qui s'articulent, donc, comme j'ai dit, avec le travail. C'est pourquoi, quand le cycle du don s'achève, dans nos relations avec les animaux, quand nous donnons la mort à un animal à qui nous avons donné la vie, cela a du sens si nous avons justement été à la hauteur. Et si une fois l'animal mort, nous poursuivons le cycle du don en le donnant à manger à des gens qui reçoivent ce don et qui devront le rendre aux animaux, à leurs éleveurs, pour que nos liens domestiques avec les animaux n'aient pas de fin et que nous soyons enfin capables de nous élever avec eux. Je vous remercie. Alors, en termes de législation, jusqu'à récemment, c'est interdit d'abattre un abattoir hors d'un abattoir. Voilà. Même quand un animal est entré dans un abattoir, il n'a pas le droit de ressortir. C'est-à-dire que, voilà, même s'il y a une erreur sur la bête ou si l'éleveur veut récupérer sa bestiole, une fois la bête entrée dans l'abattoir, elle ne peut plus ressortir. Ce qui a changé, c'est que dans le cadre de la loi, alimentation, qui a été votée il y a 2 ou 3 ans, il y a eu une ouverture sur l'abattage à la ferme suite à des amendements proposés par notre association, enfin notre ex-association pour ce qui me concerne, quand l'abattoir vient à la ferme, et par la Confédération paysanne, donc des amendements un amendement qui a permis d'autoriser, enfin je passe les détails, mais d'autoriser des expérimentations pour l'abattage à la ferme. Voilà. Et donc depuis 3-4 ans, et c'est dans ce cadre que Émilie Janin a développé le bœuf éthique. Et ça fait 3-4 ans. Le problème, c'est ce que tu disais, c'est que les services de l'État ne s'empressent pas d'aider les éleveurs à monter les dossiers, et que pour des éleveurs, des groupes d'éleveurs, c'est super compliqué parce que ça prend un temps fou. Il faut les papiers avec l'administration, avec les services vétérinaires, il faut trouver l'outil, donc il faut aller à droite à gauche pour voir ce qui se fait. Et quand on a l'outil, il faut rediscuter avec les services vétérinaires, parce que par exemple, pour un cas que je connais, les caissons, non, il faut qu'ils soient frigorifiés, je ne sais pas comment on dit, alors que ils ne sont ni en Allemagne ni en Suisse. Enfin voilà, de mon point de vue, il y a vraiment une mauvaise volonté des services de l'État pour que, malgré qu'il y ait une autorisation d'expérimenter, cet abattage à la ferme n'ait pas lieu d'ailleurs, n'existe pas, ou voire, s'il faut qu'il le soit le plus tard possible. C'est une solution qui est bonne pour les animaux, bonne pour les consommateurs, bonne pour la nature, bonne pour les salariés qui tuent, dépècent les animaux de ça, bonne pour les éleveurs. C'est une solution vraiment en plus qui est un levier pour le maintien de l'élevage paysan dans les territoires. Et l'élevage paysan, ce n'est pas le premier souci. Je voulais juste préciser que l'élevage à la ferme peut être autorisé dans des cas très 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 précis, d'un animal blessé, d'un animal qui ne peut pas être transporté, mais c'est aussi une histoire assez compliquée quand il faut le mettre en place. Donc il faut une visite anté-mortem d'un vétérinaire. Enfin voilà, c'est tout un. Il faut que l'abattoir soit pas trop éloigné non plus. Enfin, voilà. Dans des cas très très exceptionnels, ça peut être autorisé, mais c'est pas dans des cas d'abattage pour mettre de façon régulière, pour mettre sur la viande. Oui, voilà, c'est vraiment que si l'animal est blessé, ne peut pas être transporté. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est prévu par l'administration dans ce cas-là, pour faire l'abattage à la ferme, mais c'est juste dans ces conditions extrêmes de non-transport possible, quoi. Et après, il faut ramener les carcasses rapidement à l'abattoir le plus proche. Enfin voilà, c'est
lourd en organisation, ça doit être que de l'exceptionnel. Voilà, et puis donc oui, on est bien d'accord que sur l'abattage classique qui serait intégré sur un territoire, un petit territoire comme le nôtre, là c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place parce que c'est de toute manière, vous avez déjà des abattoirs. Eux, ça veut dire aussi que l'administration doit mettre à disposition une technicienne ou un technicien vétérinaire pour les visites anté-mortem et post-mortem. Donc tout ça, eux, ça leur demande un peu plus de boulot, un peu plus de personnel. Bon, voilà, donc oui, ça les fait pas rêver. Mais c'est là où justement, il faudrait vraiment qu'il y ait un sursaut, une demande très nette et des éleveurs. Bon, ça, il y a une demande assez nette de plusieurs éleveurs localement. Mais je le redis, aussi des consommateurs, aussi des citoyens que nous sommes tous, parce que c'est aussi notre affaire, tout ça. C'est l'affaire des citoyens aussi. C'est l'affaire du territoire, avec un grand T, de la préservation d'un maillage territorial agricole, d'une sécurité alimentaire, tant au niveau de la sécurité alimentaire bactériologique, je dirais, mais aussi de la sécurité alimentaire, d'avoir toujours à portée de main de quoi se nourrir. Enfin voilà, ça peut paraître aberrant, oui, les supermarchés sont pleins, mais on a aussi vu il y a quelques temps que des fois ça peut se vider assez rapidement. Donc voilà, tout ça, ça veut dire qu'on a tout pour revenir à ça. Enfin, je dis revenir parce que oui, on a l'impression que c'est un retour, mais on aurait tout pour mettre en place ça. Il faut juste des forces vives pour aider à monter le projet et aller pousser l'administration en disant on l'a. Et globalement aussi nos politiques qui doivent aussi nous accompagner là-dedans. Bon, localement, c'est plutôt bien fait, mais pas par tous quand même encore. La PAP, le peu qu'on a pu regarder, ça nous reviendra probablement plus cher que nous, notre abattage à Paris. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut, quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut, comme le disait Jocelyne, être sûr de récupérer nos bêtes, pouvoir récupérer la totalité de nos abats, être sûr que ce qu'on élève bien pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans soit abattu correctement, parce qu'on n'a pas fait état de ça, mais c'est prouvé scientifiquement, alors je ne vais pas partir parce que je ne suis pas chimiste, mais c'est prouvé que scientifiquement que si une bête, elle stresse juste avant la mort, elle produit des toxines qui détériorent la qualité de la viande. Donc là, on parle un peu plus terre à terre, mais n'empêche qu'on est là pour produire des bons produits. On essaye en tout cas de le faire le mieux possible sur de l'extensif, sur des choses, sur une utilisation en dernier recours d'antibiotiques. Enfin voilà, on essaye vraiment de le faire sainement et de façon consciente le mieux possible. Si tout ça c'est fichu parce que votre bête elle reste plusieurs heures à faire le tour de 3 cantons avant d'être déchargée, voire d'être allotée quelque part et de rester 12 ou 15 heures ou 20 heures là-bas dans un abattoir. Voilà, moi je me souviens il y a 2-3 ans d'ailleurs vendu une vache en circuit long, elle a été se faire abattre à Alençon. Enfin voilà quoi, je veux dire Alençon, je pense qu'il y avait des abattoirs avant. On a vendu aussi pendant longtemps des veaux mâles rosés, donc pour la filière Leclerc via un maquignon qui nous les achetait en veaux rosés bio. C'était abattu dans les Côtes-d'Armor parce que Leclerc a agréé un abattoir pour ses veaux rosés, pour ses veaux bio, c'était dans les Côtes-d'Armor, probablement un abattoir où il a des parts dedans. Donc voilà, on enlève un veau de 7-8 mois de sa mère, il traverse toute la France, sans boire, sans manger probablement. Enfin voilà, on n'élève pas des veaux pour ça non plus, quoi. Sans parler de la perte économique qu'il y a derrière, mais ne serait-ce que pour notre conscience. Je ne suis pas certaine du tout. Je ne suis pas certaine que si on reste en circuit court, que nous, au circuit court, on vende notre viande plus cher qu'au supermarché. Je suis même pratiquement sûre que non. Ouais. Si on compare du bœuf, si on commence à comparer avec du poulet, voilà. Et si on compare du bœuf ou du veau, je suis prête à parier que mes steaks hachés et que mes colis de bœuf 10 ou 5 kilos, je les vends moins cher que la moyenne de ce qui est composé mes colis. Je ne parle pas pour moi, mais enfin voilà. Parce que la moyenne, si j'achetais le même au supermarché, sans parler du boucher du coin, mais ne serait-ce qu'au supermarché, je ne suis pas certaine. Par contre, c'est ce qu'on inculque dans la tête des gens. C'est ce qu'on fait
Ouais, enfin, les autres sont subventionnés aussi. Hein. Je pense que Paris de Monial est subventionné, je pense. Hein. Sinon, ça fait longtemps que Paris serait fermé, je pense. Et donc voilà, je ne suis pas sûre que le circuit court, c'est comme le bio, qu'on inculque aux gens que le bio est plus cher. Voilà. Mais le bio il est plus cher en grande surface parce qu'il marge 2 fois plus ou 3 fois plus que sur le dit conventionnel. Bon, voilà. Et puis il y a tous les frais cachés du conventionnel que la société, que nous payons tous avec nos impôts et que le consommateur n'a pas l'impression de payer, mais qui paye quand même quand il faut retraiter l'eau, quand il faut guérir les différents cancers et compagnie. Donc voilà. Mais pour revenir sur... oui, probablement qu'il faudrait que cet abattoir aussi soit subventionné, mais je pense que Bigard a de subventions aussi, je pense. On a depuis très souvent, très longtemps, mis dans la tête des citoyens que acheter un produit, c'est toujours mieux quand il est moins cher. Mais quand il est moins cher, le moins cher que le moins cher, vous savez ce que c'est? Je vous dirais que la première lettre, c'est M. Alors ça, c'est vrai au niveau de l'alimentation, on inculquait aux gens d'acheter du moins cher, du moins cher, du moins cher. Par contre, il y a d'autres choses où c'est très classe d'acheter très cher. Voilà. Un téléphone, ne plus vous acheter cher, le mieux c'est. Pour ce qui concerne la synthèse de toutes ces expérimentations, je pense que ceux qui le font le mieux, c'est à la Confédération paysanne, ceux qui ils sont chargés de suivre ces projets d'abattage à la ferme. Je crois que c'est eux encore qui font le mieux la synthèse de tout ça. À l'INRA de l'Hérault, il y a mon collègue, et des collègues à moi qui travaillent sur un projet de caisson, puis, espérons-le, d'abattoir. Et le projet a assez bien avancé parce qu'ils ont pu trouver le financement pour une chargée d'études, donc qui a fait avancer le projet avec les éleveurs de la Conf d'ailleurs. C'est un projet Conf INRA, et là, ça avance un peu. En même temps, c'est très très lent aussi. Et justement, parce qu'il n'y a pas ce travail de synthèse qu'on espérait faire avec Stéphane quand on a créé Quand l'abattoir vient à la ferme, où c'était notre idée de servir de catalyseur. C'est pour ça qu'on a été tous les deux, on a passé 2 ans à circuler de village en village pour parler de cette histoire d'abattage à la ferme. Et on espérait qu'il y ait des liens entre tous ces projets et que... Voilà ça. Mais en fait, on s'est aperçu petit à petit que non, parce qu'il y avait des intérêts comme ci, parce que non, nous on fait ci, nous on fait ça. Bon, enfin voilà. Et donc, c'est un manque de moyens aussi, parce que notre petite association n'a aucun moyen. Et donc, ni moi ni les éleveurs, on pouvait faire ce travail qui est un travail à plein temps, quoi. Mais à ma connaissance, je pense que ceux qui font le plus un travail comme ça, d'essayer de... Alors peut-être qu'il y a un biais fort, c'est que peut-être la Conf ne s'occupe que des projets de la Conf, ça je ne sais pas. Non, pas que. Pas que, bon. Non. Il y a une commission, effectivement, sur l'expérimentation de tous ces différents projets. Et je pense que vous, la PAP, vous êtes basé sur un projet en Auvergne, quelque chose comme ça. Ouais, on avait été à une réunion, une rencontre sur un projet Loire-Rhône. Et puis oui, il y avait vous aviez fait je n'avais encore pas intégré l'association à l'époque, mais vous aviez fait un voyage d'études à l'INRAE de Clermont, je crois, Olivier. Il me semble aussi, ouais. Pour répondre à la question, on n'en est pas loin. On en est vraiment au début, même si ça fait des années. On n'est que des agris dans le projet pratiquement. Je précise quand même qu'on est quand même aidé un peu au niveau administratif. On est accompagné par le personnel de Bio-Bourgogne, mais il faudrait qu'on soit beaucoup plus. Quand on arrive à faire une réunion et qu'on est 5 éleveurs ou 6 éleveurs, on est content. Des fois, il y a des réunions, on est 2 ou 3. Donc c'est compliqué de se mobiliser quand on sent qu'il n'y a pas une participation active de tout le monde.
C'est sûr que si le projet était tout fait, ce serait plus simple, mais il est loin d'être tout fait. Et c'est pour ça que ce genre de soirée organisée, c'est aussi pour éveiller et informer et les éleveurs qui n'auraient pas eu connaissance ou qui se posent encore la question si ils doivent rejoindre l'association. Enfin voilà, rejoindre l'association, c'est pas non plus, c'est pas 3 réunions par semaine, loin de là, mais c'est d'être à plusieurs, déjà de montrer à l'administration qu'il y a une vraie demande, et je le répète aussi par les consommateurs aussi, qui peuvent vraiment nous accompagner. Des personnes ont peut-être des compétences qu'on rechercherait, voilà. C'est très très compliqué un abattoir, c'est pas quelque chose, c'est pas un projet, c'est pas un terrain de tennis qu'on veut monter, enfin voilà. Déjà un abattoir, trouver une commune qui veut accueillir un abattoir, ça fait pas rêver, quoi. Donc voilà. C'est aussi pour ça que le modèle du caisson a plus été... voilà, on en est plus à retenir un modèle de caisson qui éviterait qu'on ait un lieu vraiment d'abattage aussi, donc ça éviterait le transport d'animaux vivants et ça éviterait aussi qu'une commune ait vraiment un lieu d'abattage avec une bouverie, tout ça, qui pourrait freiner les citoyens, enfin les habitants de la commune. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on n'en est vraiment pas loin, on n'a pas beaucoup avancé, il y a toujours ce souhait, voilà, il y a toujours cette volonté de le faire, mais c'est pas simple du tout. Je vous dis, il y a quand même vraiment les gens aussi, là, comme le Clunisois qui soutiennent, donc voilà, quand il y a des coups de mou, il y a un petit peu de... Il y a aussi ça rentre aussi dans le projet du PAT local, donc voilà, il y a plein de choses, on ne serait pas loin pour vraiment lancer vraiment de façon plus structurée, mais il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus mobilisés, un peu plus nombreux à être mobilisés. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu politique sur la question de la mise à mort des animaux. Et tout à l'heure, la question a été posée et je trouve qu'on s'est un peu rapidement focalisé sur le présent et le passé proche. Mais il n'y a pas si longtemps, les bouchers achetaient des animaux sur pied et les tuaient eux-mêmes, soit dans des installations municipales, soit dans des tueries particulières. Je le sais parce que je connais un boucher qui est encore vivant, qui est en retraite et qui l'a fait. Je trouve que ce boucher est aussi un tueur de cochons et qu'il officie encore dans les campagnes parce qu'il existe des situations où c'est permis de tuer des animaux à la ferme. Alors, bon, je ne vous dévoilerai pas son nom parce que du point de vue de la fiscalité, c'est pas forcément hyper important. Pour autant, il y a une vraie tolérance à cette pratique. En tout cas pour le cochon. Pour l'autoconsommation. Oui. Pour la consommation du foyer. L'autoconsommation. Ouais. Donc ça c'est permis. Pour les usages commerciaux, effectivement, l'abattage hors abattoir est pénalisé. Et il y a, je pense, un enjeu sur la dépénalisation de cette pratique. Alors effectivement, la plupart des projets qu'on a évoqués sont inscrits dans une logique assez court terme ou moyen terme, avec des objectifs économiques. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas nécessairement d'unité de vue ou d'intérêt, et qu'on n'a pas de retour très précis sur la démarche. Pour autant, on pourrait s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà. Chez les chasseurs, il faut savoir que nos amis les chasseurs peuvent commercialiser du gibier après avoir fait une formation de 3 heures. Cette formation s'appelle l'examen initial du gibier. Et moi, je l'ai faite, cette formation. Pendant 3 heures, on voit des diapositives. Il n'y a pas de test à la fin pour savoir si vous avez compris ce que vous avez vu. On ne manipule rien. Voilà. Donc, en fait, l'argument sanitaire qui est rabattu à chaque fois, ramené sur devant la table pour empêcher les éleveurs ou les bouchers de pratiquer eux-mêmes une mise à mort, une éviscération, ne tient pas. Clairement. Donc il y a quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, il est plutôt de l'ordre du contrôle qu'exerce l'État sur les animaux, les éleveurs, les élevages. Voilà. Bon alors, je ne vais pas tout détailler, il faudra beaucoup plus de temps et il faudrait que d'autres gens s'attellent à cette tâche-là, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu sur la dépénalisation de la mise à mort des animaux.
Je crois que Stéphane, c'est quelqu'un de très militant, quoi. Tous les éleveurs ne sont pas comme lui, mais effectivement, c'est quand même désobéir, c'est quand même voilà, c'est son message et je pense qu'il n'a pas tort, quoi. Il y a un moment donné, effectivement, où si les éleveurs prenaient en main effectivement l'abattage de leurs animaux à la ferme, bon, tous les services vétérinaires ne pourraient pas venir. Mais lui, il a une hargne, une colère très forte qu'il fait agir, et effectivement, alors je ne sais pas s'il a abattu des vaches à la ferme, il a abattu ses cochons au pré, là, effectivement, comme il le raconte. Après, c'est compliqué, hein, parce que ce qui fait, ça veut dire qu'après, il n'a pas de tampon vétérinaire. Hein. Donc il ne peut pas vendre à des restaurants, à des commerçants, il peut vendre que dans un réseau de personnes qui connaissent ses façons de faire. Hein. Voilà, d'un point de vue économique, c'est pas très facile, quoi. Non, je pense que dans les recherches que j'avais faites, je pense qu'il y a à peu près la moitié des éleveurs qui comme on a vu l'éleveur dans le film, et qui souhaitent abattre leurs animaux. Et puis toute une autre partie qui veulent être là, qui veulent voir maîtriser ce qui se passe et tout ça, mais qui ne tueraient pas leurs animaux. C'est un peu la même chose. Bon, là, c'est pas la question du film, mais dans l'abattage de la reprise d'abattoirs paysans, quoi. Enfin, le fait que des éleveurs reprennent un abattoir. On a fait des enquêtes avec les collègues, et voilà, on voit qu'il y a. En fait, que les éleveurs, ils participent à la reprise de l'abattoir, mais donc quand il s'agit de faire le travail de tuer les animaux, il n'y a pas beaucoup de volontaires quand même. Il n'y en a pas non plus beaucoup d'ailleurs pour la découpe. Moi, je pense personnellement que c'est des métiers différents. Donc voilà, le bœuf éthique et tout ça, que les travailleurs, enfin, qui aient ce travail difficile de tuer les animaux, de faire la découpe, etc., il y a des conditions où on pourrait faire que ce travail soit non seulement supportable, mais plus que ça, quoi. Voilà, en termes de temps de travail, voilà, enfin, il y aurait moyen, quoi. Là, dans l'abattage, voilà, la reprise d'abattoirs par des paysans qui, du coup, deviennent tâcherons, voilà, c'est pas évident. Donc, toute cette histoire, elle n'est pas évidente, quelle que soit la voie qu'on choisit, quoi. C'est pas évident parce que c'est pas évident de tuer les animaux, tout simplement. Hein. C'est nécessaire, c'est indispensable pour notre alimentation. Parce que tuer les animaux, bon, c'est pas que la viande qu'il y a derrière, c'est les yaourts, etc., le fromage. Voilà, toutes ces bêtes qui participent à la production laitière, elles vont à l'abattoir. Et les veaux, et les agneaux, enfin, et les chevreaux, etc. Donc voilà, c'est nécessaire. Enfin, moi je le vois, enfin, du point de vue de la relation à l'animal, qui est mon sujet de recherche, c'est ce que dit le film. Comme le dit l'éleveuse d'ânes, là, comment elle dit, quel échec ça aurait été une vie sans animaux. Mais je trouve ça magnifique. Et on devrait l'entendre dans notre société où on se prépare justement à une agriculture sans élevage. Mais quel échec, oui, une vie sans animaux, c'est une vie humaine sans animaux. Mais il manque la moitié de la compréhension du monde et de la vie, quoi. Enfin voilà, donc mais tout ça, évidemment, tout ce que je disais, au milieu, il y a la mort des animaux, et voilà. Alors on pourrait, enfin comme là, on tue des milliards d'animaux pour le profit, enfin c'est immonde ce que font les systèmes industriels et les productions animales de notre relation aux animaux et de leur travail. Bon, on pourrait manger 1000 fois moins de viande, beaucoup moins de lait, beaucoup moins de produits animaux, voilà, avec des éleveurs qui savent ce qu'ils font et comment, et être en bonne santé, vivre avec des animaux, etc. Voilà, on pourrait, mais c'est pas... Ce que j'ai montré dans mes recherches, c'est qu'il y a le monde des productions animales, avec son histoire depuis le 19e siècle, l'industrialisation de la société et de l'élevage,
la zootechnie, etc., l'animal comme machine. Et puis il y a l'élevage, voilà, l'élevage qu'on dit paysan, mais moi que je voudrais appeler élevage tout court, qui s'enracine dans nos liens de domestication avec les animaux. Alors que l'autre système, il a 150 ans, quoi. En plus, il arrive, comme tu as dit, à bout de course. Donc, voilà, je n'ai pas de doute sur les intentions des uns et des autres, de quel système et de quelle société participe Bigard et de quelle société participe Stéphane. C'est pas le même monde, c'est pas les mêmes projets, c'est pas les mêmes gens. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est ce que j'ai expliqué dans mes livres, que les productions animales, produire de la matière animale, c'est pas élever les animaux, là, comme le montre le film, et nous élever nous-mêmes, comme le montrent ces éleveurs là qu'a rencontré Oliver. Et qui sont des milliers. Enfin, moi, j'en ai rencontré énormément des éleveurs comme ça. C'est pas des exceptions. Donc voilà. Mais